Place maintenant à l'Ukraine, qui est certainement l'un des sujets ayant le plus secoué notre actualité ces dernières années. Vous vous en doutez, s'engager dans un tel conflit représente forcément un coût. À combien ce coût s'élève-t-il? Était-il nécessaire? Pour vous répondre, je vous demande d'accueillir l'ancien ministre et député européen Thierry Mariani. Merci. Si j'ai bien compris, je passe avant mon camarade Martinez. Bon, alors ça va. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je pense que même si par moment on n'est pas d'accord sur tout, c'est utile quand même que sur certains sujets, on puisse se rencontrer et dialoguer, parce que sur l'essentiel, je pense qu'on est quand même d'accord sur le principal, à savoir quel doit être l'avenir de la France. Alors, on m'a demandé puisque le thème, c'est combien ça coûte, tous ces milliards mis en l'air, de vous dire un mot sur ce que nous coûte aujourd'hui ce conflit en Ukraine, et principalement du côté de l'Union européenne. Vous me permettrez de faire un tout petit, d'abord, préambule. Je sais qu'on me présente comme absolument pro-russe et tout. Je tiens à rappeler que j'ai été président ce qui n'est pas totalement faux, mais je tiens à rappeler que j'ai été président de France-Ukraine à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, qu'à l'époque, on m'avait même détaché pour suivre la campagne de Mme Tymoshenko. Et puis, je montrais tout à l'heure à François Dupont, quand j'ai été président de France-Ukraine, à la fin, j'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup marqué. J'ai montré quelques photos que j'avais gardées. C'était en décembre 2013, où j'avais été invité par Nicolas Azarov, Premier ministre de l'époque, qui m'avait reçu et qui était persuadé que j'avais le bras long et que je connaissais M. Barroso par cœur, alors que j'avais serré 3 fois la main. Je ne sais pas qui lui avait raconté cette bêtise. Et donc, tout le débat, c'était tout le dîner et toute la rencontre, c'était si vous ne persuadez pas l'Union européenne, qui voulait à l'époque, tout le monde a oublié que ça a commencé par un traité commercial que l'Union européenne a voulu imposer à l'Ukraine en excluant la Russie. Et tout le discours d'Azarov, c'était de dire: vous ne vous rendez pas compte que si on veut bien signer un traité avec l'Union européenne, mais il faut qu'il y ait l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie. Si c'est uniquement Union européenne et Russie, tout ça va être une catastrophe. Et à la fin de l'entretien, parce que vous ne voyez pas un Premier ministre pleurer tout le temps, il était en pleurs. Je me suis dit, il doit être très nerveux. Il m'a dit, tout ça finira par une guerre civile. Et je pense souvent à cette rencontre, parce que 10 ans après, malheureusement, on voit où on en est, et il a eu raison. Alors, l'Ukraine et l'Union européenne, c'est une vieille histoire, parce que l'Ukraine, j'ai envie de vous dire, ce serait le trophée ultime. Avoir un partenaire qui rentre dans l'Union européenne, qui est plus grand qu'un pays comme la France en superficie, un pays qui n'a rien à voir avec le Monténégro, la Macédoine ou je ne sais quoi, il est évident que dans les projets de l'Union européenne d'élargissement, c'est la cible principale. Sauf que ce pays, comme je le disais, je salue mon collègue Martinez, mais je te suis passé devant, tu vois, voilà, donc je suis désolé. Ce pays, en termes d'impact financier, a rien à voir, et en termes d'impact économique, s'il y a un élargissement. Bien avant la guerre, l'Union européenne avait commencé à s'investir très fort dans l'Ukraine, puisque en novembre 2021, c'est-à-dire, je vous rappelle que les opérations militaires Ukraine-Russie ont commencé réellement quelques mois après. En novembre 21, il y a un rapport très intéressant de la Cour des comptes de l'Union européenne. Si vous voulez d'ailleurs lire les rapports de la Cour des comptes de l'Union européenne, ils sont remarquables, comme d'ailleurs très souvent les rapports de la Cour des comptes française. Et en plus, ils sont traduits en français, ce qui n'est pas la règle de tous les rapports de l'Union européenne. Et donc, vous le trouverez sur Internet. Que dit ce rapport en novembre 2021? Il dit en clair: on a déjà donné 17 milliards à l'Ukraine, et ces 17 milliards ont servi à pas grand-chose. Le rapport, c'est un pays qui reste toujours miné par la grande corruption. Et ce rapport détaille en une trentaine de pages
l'échec un peu de ces aides à l'Ukraine, où je me souviens qu'il y a même un chapitre qui dit on a donné pendant le Covid une somme assez importante pour les hôpitaux ukrainiens, et une simple enquête par sondage fait qu'on n'a trouvé aucun hôpital en Ukraine qui a touché le moindre euro de l'Union européenne. Et le rapport est extrêmement dur, si vous le lisez. La conclusion, c'est que ces aides européennes ont surtout servi à enrichir la grande corruption. Vous le trouvez. Mais j'ai envie de vous dire, ça n'a pas servi de leçon. Puisque dès que la guerre a commencé, alors là, les robinets ont été ouverts à flot. Alors, avant de parler de quelques chiffres sur ces aides à l'Ukraine depuis le conflit, je voudrais rappeler une règle de base que tout le monde oublie. Je ne sais pas si Jean-Claude, tu comptais en parler, mais comme je passe devant, du coup, je te bouffe le sujet. C'est l'Union européenne ne fabrique pas l'argent. L'Union européenne le prend dans vos poches, dans nos poches. Et il y a 2-3 chiffres qu'il faut quand même comprendre. C'est que chaque fois que vous entendez l'Union européenne donne, en moyenne, aujourd'hui, c'est 18% payé par la France, payé par les Français. 18,5%. Et 22% payé par les Allemands. C'est-à-dire France plus Allemagne, ça fait, quand on additionne les décimales, etc., 42% des financements de l'Union européenne. J'insiste là-dessus parce que ça va être pire dans l'avenir, puisque le plan de financement jusqu'en 2027, la participation de la France, qui officiellement était de 18,5, va passer à 20,84, donc presque 21%. Et le financement de l'Allemagne, qui était à 23,6, va passer à 27,67. C'est-à-dire que France plus Allemagne vont payer 48,51% des aides ou de toutes les dotations que donne l'Union européenne. J'insiste là-dessus parce que quand, par exemple, il y a quelques mois, on a donné 50 milliards à l'Ukraine, c'est pas compliqué, sachant qu'on en donne 18%, ça fait à peu près un peu moins d'un cinquième. Donc ça veut dire qu'on en a donné un peu plus de 8, si je sais compter, 8 milliards, sans qu'on s'aperçoive de rien. C'est voté, d'ailleurs c'est assez surprenant, c'est voté par les mêmes qui à Paris demandent des économies et qui les votent allègrement à Bruxelles sans se rendre compte que finalement l'addition sera payée par nous. Alors il y a toujours une astuce, c'est que en général une bonne partie est donnée en prêt. Sauf que là aussi, je répète, il faut lire ces rapports de la Cour des comptes qui sont remarquables. Sauf que la Cour des comptes dit qu'ils ne seront jamais remboursés. Voilà, ils ne seront jamais remboursés. Donc, vous avez une situation qui est, à mon avis, extrêmement grave parce que la France se trouve aspirée par des dépenses qui vont peser extrêmement lourd sur notre budget bientôt, puisque l'hypocrisie qui consiste à faire ça en matière de prêts, eh bien, la Cour des comptes, pour vous dire, là aussi, la Cour des comptes, dans la dernière délibération qui date de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, où on dit qu'on donnera 35 milliards à l'Ukraine pour les frais de fonctionnement de l'État, qui, paraît-il, sont gagés sur la vente des avoirs russes. Mais au cas où il y aurait un problème, le commissaire européen interrogé en commission dit dans ce cas-là, on demandera des dotations supplémentaires aux États. Donc on est dans une sorte de spirale complètement folle où on est aveuglé par d'abord une idéologie totale. Le dernier débat, quand je suis arrivé, c'était extraordinaire. Alors j'ai bien sûr pas vécu ça et je pense personne dans cette salle vu nos âges. Mais quand je lis les bouquins d'histoire, on nous expliquait que les réparations allaient tout régler entre les deux guerres. Et le grand slogan, c'était « l'Allemagne paiera, l'Allemagne paiera, l'Allemagne paiera ». Ben là, en ce moment, le slogan, c'est de toute façon, une fois que la guerre sera gagnée, la Russie paiera, la Russie paiera, la Russie paiera. Bon, vous avez vu que les Allemands, qui sont toujours plus pragmatiques que les Français, malheureusement, ont déjà repris contact avec la Russie depuis 48 heures. Et personne de sérieux s'imagine une seconde que tout ça peut finir par des réparations payées par la Russie. Donc, à mon avis, on s'achemine vers une situation qui, financièrement, risque d'être catastrophique,
quand on recevra l'addition, où à la fois on s'apercevra que les biens confisqués ne sont pas négociables, à la fois que les prêts à rembourser ne sont pas remboursables, et on se retournera à ce moment-là vers nos concitoyens. Donc je répète, n'oubliez jamais que la France paye à partir de maintenant 20, allez, on peut arrondir un tout petit peu, 21% de tout ce que vous entendez au niveau européen. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, eh bien, donc après donc c'était de l'épicerie pour le moment, avant le début de la guerre, donc je le disais, 17 milliards, 9 en prêts, 8 en dons, parce qu'on fait beaucoup de dons, l'Union européenne. Et aujourd'hui, on en est où? Alors le bilan global, parce que c'est, quand on additionne toutes les chiffres dans les différentes commissions, l'Union européenne et les États membres ont fourni à ce jour 118 milliards à l'Ukraine. Voilà, on m'avait fait des notes avec la chronologie, mais ça a peu d'intérêt, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est le chiffre final. 118 milliards à l'Ukraine, une aide financière, économique et humanitaire de 57,8 milliards, un soutien militaire de 43 milliards, et une aide pour les réfugiés de 17 milliards. J'insiste sur le rapport aide financière, économique et humanitaire, 57 milliards, soutien militaire, 43 milliards. C'est-à-dire que la plupart des dépenses et des aides qu'on donne aujourd'hui à l'Ukraine, ce n'est pas pour financer la guerre, c'est pour financer l'État ukrainien, qui est complètement en faillite. Là aussi, si certains ont le courage de retourner 15 jours en arrière sur mes tweets, quand on interroge le commissaire Dombrovski, qui est un Balte, et qu'on lui dit « mais on va voter 35 milliards », vous dites que c'est gagé sur les avoirs russes qu'on va vendre. Donc, première question, on lui dit, mais si on ne les vend pas et si ça se passe mal, qui va payer? Il dit, on demandera des contributions supplémentaires aux États. Et puis, deuxièmement, il rajoute, dans un excès d'honnêteté, mais c'est que jusqu'au 31 décembre, ce qu'on vous demande. Là aussi, vous avez la vidéo sur mon compte. Parce que, déjà, on nous annonçait pour l'année 2025 un déficit de fonctionnement du budget de 25 milliards, mais ils viennent de le recalculer, on est à 40 milliards. Voilà. Qu'on va nous demander de voter probablement en début d'année prochaine. Donc c'est une fuite en avant perpétuelle où on a un peu le tournis. Je vous rappelle quand même quel est le budget de l'Union européenne, parce que le budget de l'Union européenne, il n'est pas si énorme que ça. Le budget de l'Union européenne, hors opération spéciale, il est à 189 milliards cette année. 189 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, le budget, j'ai regardé, de l'éducation nationale française, il est à 320 milliards. Voilà. Donc, quand on parle de l'Union européenne, le budget de fonctionnement classique sur lequel sont prises ces aides, etc., il est faible, 189 milliards. La plupart des personnes s'attendent à des budgets beaucoup plus importants. D'où le fait qu'on fonctionne en réalité par des prêts qui sont théoriquement remboursables, mais qui sont en réalité un artifice de compte. Voilà. Il y a quand même quelques pays qui les remboursent. Donc voilà, pour vous donner les chiffres principaux, c'est cela. Sachez que dès le début de l'année, on va nous demander de rajouter donc 40 milliards, ce qui veut dire qu'on aura dépassé les 220 milliards, si je sais à peu près compter. Et retenez surtout que désormais, c'est essentiellement, enfin c'est pas essentiellement, c'est majoritairement une aide civile. Voilà. D'ailleurs, le commissaire, à un moment, c'est extraordinaire, dit « mais oui, mais vous comprenez, il nous faudra cette somme pour que les hôpitaux et les fonctionnaires ukrainiens continuent à être payés. » Donc c'est extraordinaire, on va baisser le budget en France pour payer en Ukraine. Voilà, j'ai une profonde sympathie pour les Ukrainiens, mais enfin, la charité bien ordonnée commence aussi un peu par soi-même. Et donc, on a aussi toute une série de, j'allais dire, de coûts cachés. Premier coût caché, c'est notre agriculture. Premier coût caché, c'est notre agriculture. Je vous invite là aussi à lire un rapport qui est bien fait, qui est d'une fondation américaine. Alors, on va peut-être encore dire que c'est l'influence russe, mais bon, c'est une fondation américaine qui a pignon sur rue depuis des années, qui s'appelle la fondation Auckland Institute, Auckland avec un O. Je sais que ce soir, on joue au rugby contre les Néo-Zélandais, mais c'est le Auckland aux États-Unis et pas le Auckland AU avec la Nouvelle-Zélande, si vous le cherchez. Donc, Auckland Institute,
qui est une fondation plutôt libérale et écologiste qui existe depuis longtemps aux États-Unis. Et vous avez un rapport, là aussi, qui est traduit en français, qui s'appelle « Ukraine, la grande spoliation des terres agricoles », qui est hallucinant. Le rapport fait 30 pages et il a surtout 3 tableaux où vous comprenez tout. Que dit ce rapport ? D'abord, ce rapport rappelle que depuis le fameux Maïdan, lentement, l'Ukraine s'enfonce dans une crise économique et que pour avoir un certain nombre de fonds, ils ont dû donner des gages au FMI et qu'entre autres, ils ont ouvert depuis 4 ans, c'est l'une des premières réformes d'ailleurs qu'a vraiment mis en place Zelensky, l'achat, la vente possible des terres agricoles aux étrangers, puisque jusqu'à présent, les terres agricoles étaient totalement réservées aux nationaux. 3 ans après, 30% des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des étrangers. Et là aussi, je vous conseille de jeter un œil sur ce fameux rapport de la Auckland Institute. Vous avez, comme par hasard, essentiellement des fonds anglo-saxons. Moi, j'avais été très surpris, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette soirée sur France 2, il y avait une grande soirée sur la géopolitique. Et à un moment, on voyait les syndicats de paysans, de farmers américains aller au Congrès pour supplier que les aides à l'Ukraine continuent. Je me suis dit, tiens, pourquoi les agriculteurs... voilà. En réalité, quand vous lisez ce rapport, vous avez tout compris. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les intérêts anglo-saxons dans cette zone sont primordiaux. Alors, 3 chiffres. Le fameux, je commence pas, c'est pas par le plus important. MHP, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est celui qui possède 80% des poulets ukrainiens. Mais il possède, entre autres, le dénommé Yuri Kosuk, 360 000 hectares. Alors, 360 000 hectares, ça ne vous dit pas grand-chose. Moi non plus. J'ai cherché la superficie du Vaucluse, qui est mon ancien département, enfin c'est toujours mon département, mais où j'ai été élu avant, un département moyen, petit. C'est exactement la superficie du Vaucluse. Et ce n'est que le 3e propriétaire, puisque si vous prenez Kernel Holding, qui est une société basée au Luxembourg, c'est 582 000 hectares, c'est-à-dire à peu près 70% de la Gironde, pour prendre un département un peu plus grand. Donc ça vous donne une idée, on n'est plus du tout dans le même modèle agricole, on est plus dans un modèle intensif que dans un modèle traditionnel européen. Et donc quand je disais aujourd'hui il y a des dégâts collatéraux très importants pour notre agriculture, pourquoi ? Parce que par solidarité, pour sauver l'économie ukrainienne, on a décidé désormais d'accepter toute une série de productions ukrainiennes sans droit de douane. Et au début, sans quota. Alors, le poulet, je ne veux pas y revenir dessus, c'est le plus emblématique, mais vous avez la même chose pour le sucre, vous avez la même chose pour le blé, vous avez la même chose pour le maïs. Et donc aujourd'hui, toute une série de terres de grande culture, de production de grandes cultures ukrainiennes, inondent le marché européen à des prix cassés et dans des conditions phytosanitaires de respect des normes, où les contrôles ne sont pas les mêmes que ceux des fermiers polonais ou français ou belges. Et donc, j'ai écouté ce matin quelqu'un qui disait qu'il y avait une crise. Alors, il y a une crise de la production, mais une crise sur les prix pour les céréales. Aujourd'hui, on a un marché complètement désorganisé au niveau de l'Union européenne parce que, tout simplement, les céréales ukrainiennes coulent à flot. Et là aussi, ce sera... pour notre agriculture, un coût extrêmement important. Hausse des coûts énergétiques. Je veux bien... Vous avez remarqué que 2 ans après que le Nord Stream ait sauté, c'est bizarre, il y avait 4 pays qui avaient lancé des enquêtes et tout le monde les a arrêtés, sauf un. Mais bon, visiblement, personne ne cherche sérieusement. Et donc, au-delà de cette situation, il est évident que le coût pour l'Union européenne de cette guerre en Ukraine a un impact énergétique, j'ai des chiffres, mais qu'on ne peut pas chiffrer. La meilleure illustration, c'est la situation de l'industrie allemande. L'industrie allemande aujourd'hui qui n'est absolument plus compétitive,
qui a un coût de l'énergie qui est sans commune rapport avec le coût de l'énergie aux États-Unis. Et si les Allemands sont les premiers à essayer de reprendre contact avec les Russes, je pense que ce sera aussi dans l'avenir les premiers à racheter de l'énergie aux Russes, parce que pour eux, c'est une condition de survie. Mais dans les coûts, on ne peut pas le chiffrer, mais si aujourd'hui, nous sommes avec une industrie qui a des coûts de l'énergie hors normes et des coûts de production et des conditions de concurrence extrêmement, j'allais dire, déficitaires par rapport à d'autres pays, eh bien, évidemment, on le doit aussi à cette guerre. Voilà. Et donc, je m'arrêterai là, parce que je crois que je suis dans les temps. À midi, c'est ça, hein, il faut... Voilà. Je pense, en conclusion, que cette guerre avec l'Ukraine peut être un événement dramatique pour l'Union européenne, parce que le réveil va être extrêmement dur. Aujourd'hui, on a une présidence hongroise, mais avant, on avait une présidence belge. Quand le 1er janvier, enfin, il n'a pas fait son discours le 1er janvier, mais 2 ou 3 jours après avoir pris la présidence, le Premier ministre belge a fait son discours, il a dit quelque chose qui était très intelligent et qui est passé totalement inaperçu. Il a dit, de toute façon, on va être condamné à créer rapidement un impôt européen direct parce qu'on ne peut plus financer. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Union européenne passe son temps à distribuer des sommes folles à l'étranger. J'ai eu la chance d'être député français pendant 25 ans. Quand on demandait à la France quelle était votre politique dans tel ou tel pays, on commençait par des axes géopolitiques, etc. Quand vous demandez à un représentant de l'Union européenne quelle est votre politique, quelle est notre politique dans tel pays, il commence par vous dire dans tel pays on a donné 400 millions, dans tel pays on a donné 600 millions. Voilà. C'est-à-dire que l'Union européenne passe son temps à distribuer de l'argent en espérant se faire respecter et se faire aimer, alors qu'en réalité, il y a très rarement de retour. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer 4 tweets de Mme von der Leyen d'il y a 15 jours. Mme von der Leyen faisait une tournée dans les Balkans dans les Balkans de l'Ouest. Alors, il y a un premier tweet où elle annonce que pour le bon travail, on a donné 920 millions à l'Albanie. Et puis, le lendemain matin, elle annonce que pour le bon travail, elle donne 750 millions à la Macédoine du Nord. Et le lendemain, 880 millions au Kosovo, 380 millions au Monténégro. J'ai fait l'addition, ça ne fait pas 3 milliards, ça ne fait que 2 milliards 980 millions. Mais c'est terrible parce que l'Union européenne distribue de l'argent en pensant que ça constitue une politique. On est aujourd'hui, il faut le savoir, entre les 27 pays européens et l'Union européenne, à nous seuls, on représente la moitié de l'aide publique internationale au développement dans le monde. Sauf que, comme il n'y a pas de suivi, ou comme on a un poids politique ridicule, le meilleur exemple, on est loin de l'Ukraine, mais l'Union européenne est le premier financeur pour l'aide à la Palestine. Et vous voyez très bien que dans cette guerre, notre poids politique, il est totalement nul. C'est les Américains qui, en réalité, peuvent lever le pouce ou le baisser, mais c'est nous qui finançons. Voilà. Et je n'ai pas parlé des armements, j'ai simplement cité le chiffre. Sachez que plus de 80% des armements qui sont achetés et financés grâce à l'argent de l'Union européenne le sont dans le pays que vous devinez. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est extraordinaire. On finance un plan de relance de l'industrie d'armement américaine, alors qu'on hésite toujours en ce qui concerne l'industrie européenne. Voilà, je pense que l'Ukraine risque d'être une affaire un peu comme le fut l'Afghanistan pour l'Union soviétique, parce que dans 3 ou 4... Je ne sais pas s'il y aura la paix demain, dans 6 mois, dans 9 mois. Je pense que personne ne sait sérieusement ce que veut faire Trump. On a tous entendu ces déclarations, mais on verra les faits. Mais ce qui est sûr, c'est que cette guerre, heureusement, n'est pas éternelle et que, je l'espère, au plus tôt, elle sera finie. Et à ce moment-là, vous verrez qu'on se tournera vers le contribuable de tous les pays en disant voilà la note qu'il faut payer par solidarité. Parce qu'après la guerre en Ukraine, il y a la reconstruction de l'Ukraine. Et là, les chiffres n'ont rien à voir. On nous annonce plus de 400 milliards et les chiffres les plus fantastiques circulent.
ma conclusion, ce sera lors de l'audition de M. Kubelius pour être commissaire européen à la défense, puisque je vous rappelle que l'Union européenne n'a pas la compétence de la défense, mais il y a un commissaire européen à la défense qui est lituanien, la Lituanie qui contribue à hauteur de 0,22% au budget de l'Union européenne. Bref, le commissaire européen à la défense, M. Kubelius, quand on lui dit « mais si les États-Unis se retirent de la reconstruction de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il dit il est tout à fait normal que l'Europe l'assume tout seul. Donc j'ai l'impression que par moment, l'Ukraine peut être un dossier dévastateur, voire peut-être mortel pour l'Union européenne. Excusez-moi, je n'engage que moi, parce que les sommes à régler vont être totalement folles. Je vous ai cité le budget de l'Union européenne. Il est impossible aujourd'hui de financer tout ça sans un impôt européen direct. Parce que le rêve aujourd'hui de la Commission européenne, c'est que sur comme du temps où il y avait la taxe d'habitation, vous avez la ville, la région, etc., il y a une ligne rajoutée sur les impôts nationaux où vous versez directement de l'argent à l'Europe. Et là, j'espère que Français et Allemands qui payent 40% de tout ça, auront quand même une saine réaction. Je vous rappelle qu'on a aussi une dizaine de pays qui sont dans les tuyaux de l'adhésion à l'Union européenne. J'étais en Serbie le week-end dernier. Ne rêvez pas, je sais qu'on vous explique, enfin, vous n'êtes pas naïf, que tous ces pays rêvent de rentrer dans notre religion de l'Union européenne parce qu'ils partagent nos valeurs. En réalité, ils rêvent surtout de rentrer pour toucher des subventions. Je vous laisse deviner qui le payera. Sachez que désormais, la France, ce sera plus de 20%. Merci et préparez votre portefeuille pour l'avenir.